Après la Corvette. Après la Corvette. Attends, c'est quoi la blague? L'interview Corvette. Ah oui, après la Corvette, oui. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la Corvette, on a fait une interview à Laguna Seca. À Laguna. Ouais, dans une Corvette, et pas sur le circuit, mais autour du circuit, dans les voies de sécurité et tout. C'était sympa. Ah, c'était génial. C'est la première fois d'ailleurs que je fais une interview dans une Corvette. Qui plus est à Laguna Seca. Alors on n'est pas à Laguna Seca, il suffit de regarder l'environnement, on est plutôt dans un environnement racing. Déjà, merci de nous accueillir à domicile. Avant, c'est CrowdStrike 24 heures de Spa. Et comment est-ce qu'on les voit ces 24 heures de Spa chez WRT? Avec une bière belge. C'est la home race, comme on dit. Hein. C'est une des grandes courses de l'année. C'est celle qui nous a passionnés, on va dire le plus, puisque on a commencé à rouler ici en tant qu'équipe en 2010. On a gagné en 2011, en 2014. Et puis on a souvent été aux avant-postes, mais on n'a plus gagné depuis 2014. Donc c'est long, trop long. Mais voilà, après ça reste une course magique, la plus grande course GT au monde. Certainement une des courses avec le plus de compétition. Et puis c'est notre première participation aux couleurs BM. Donc ça a un goût particulier. Sachant que toi, tu as été pilote BM en plus dans le passé. Ouais. Donc bon, c'est pas forcément quelque chose, enfin c'est quelque chose qu'on sait depuis un an, un peu plus d'un an. Mais c'est pas quelque chose qui était prévu dans le calendrier, on va dire, initial, de rouler pour un autre constructeur qu'Audi. Ouais. Toi, en fait, WRT existe aussi un petit peu, je ne sais pas si on peut dire grâce ou à cause, avec les 24 heures de Spa. Tu as monté un petit peu cette équipe au début avec l'idée d'aller en GT pour aller gagner ces 24 heures de Spa qui sont la plus grande course. Est-ce qu'on peut dire? Je ne sais pas si on avait cette ambition-là. On avait en tout cas l'ambition avec Yves, on avait l'ambition de faire une bonne équipe en Belgique pour le championnat de Belgique, qui s'appelait le Belcar à l'époque et qui était déjà géré par SRO. Et puis, on n'avait pas l'ambition de participer aux 24 heures de Spa dès notre première saison en 2010. Finalement, nous l'avons fait avec 3 voitures. C'était pas encore une course totalement GT3 puisqu'il y avait encore des GT2 à l'époque, mais c'est lors de cet événement-là que ça a été décidé que l'année suivante ce serait une course exclusive GT3. Et puis ça a été une grande réussite parce que je pense que c'est une des très bonnes décisions qu'a pris le groupe SRO. Et puis voilà, c'est vite devenu un rendez-vous pour beaucoup de constructeurs. Tu étais l'un des premiers à y croire, en plus sur le GT3 un petit peu à Spa. Enfin, j'ai déjà raconté, je me souviens d'un entretien à Zolder en marchant dans le paddock et tout. Tu as été le premier à dire le GT3 c'est l'avenir au final en termes de GT. Alors qu'on était en GT1 à cette époque-là. En effet, c'est de nouveau, je pense, je ne sais pas de qui est venue l'idée, mais je ne sais pas qui se souvient de ça, mais il y a eu une Ferrari 550 qui a roulé avec Fred Makowiecki à l'époque. Je ne sais plus comment ils appelaient cette catégorie, mais ils avaient fait une voiture avec... Ouais, elle a roulé à Dubaï. Elle a roulé à Dubaï, exactement. Je m'en souviens bien parce que je roulais dans l'autre voiture. Et cette voiture roulait avec un moteur d'origine. Elle s'appelait Low Cost. Ça s'appelait peut-être Low Cost, je ne me souviens plus du nom. Solution F. Et c'était tellement logique, quoi. C'était à l'époque, faire un moteur pour une Ferrari 550 GTA, comme ça coûtait une fortune. Et tu pouvais mettre un moteur d'origine qui te fournissait la même puissance. Et donc, le GT3, c'est une logique qui est arrivée par la suite. C'est un règlement qui a été mis en place par Stéphane Rattel et certainement d'autres personnes qui s'y sont collées. Mais ça paraissait logique, ça ouvrait les portes à des constructeurs de plus grande taille, Mercedes, BMW, Audi, plutôt que de toujours faire face à Ferrari, Porsche et Aston Martin, pour dire quelque chose. Donc c'était une très belle initiative.
Et oui, j'y ai cru. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le team WRT existe. Si cette réglementation n'avait pas existé, on n'aurait certainement pas décidé de commencer ce projet. Et ces dernières années, tout le monde dit systématiquement les 24 heures de Spa, c'est toujours plus. Est-ce que cette année, le plateau, selon toi, c'est la première année depuis 2014, je crois que c'est la catégorie, la classe pro n'est pas la plus représentée. Mais quand on voit la classe pro avec plus de 20 voitures, je veux dire, les 20 voitures de la classe pro, on peut les mettre dans les pronostics pour gagner la course. Oui. Toujours difficile de faire un compromis. Ici, il y a énormément de voitures, je pense, 70 voitures. 71 à la base, mais je pense que c'est redescendu à 70 ces derniers jours. C'est énorme. Pour Francorchamps, c'est énorme. Nous, quand on fait les 25 heures Fun Cup, il y a de temps en temps 140, 150, il y a déjà eu des records incroyables avec le nombre de voitures, mais là, on parle vraiment d'une pure course amateur. Ici, le fait d'avoir autant de voitures, ça crée quand même beaucoup de soucis en piste. Difficile, moi j'aurais bien opté pour une solution par catégorie avec des qualifications et avec le fait de devoir se qualifier lors des essais, un mois avant la course, ce qui permettrait de voir la performance des voitures réelles, on va dire. Réelles, ouais. Puisqu'il faut se qualifier. Ah bon, après, ça pose certainement des soucis. Et puis, il y a des voitures qui sont inscrites au championnat qui pourraient ne pas prendre part à la course. Donc, tu peux avoir des problèmes. Mais bon, sur 2 jours, il y a certainement moyen de solutionner pas mal de choses. Mais bon, une course magnifique. Quand on voit l'engouement qu'il y a pour cette course maintenant, et quand on voit le plateau, je me souviens avoir participé à l'époque la première année des GT en 2001. Il n'y avait pas tant de voitures que ça. Il y a eu des années un peu compliquées, mais Stéphane y a toujours cru et le résultat est là. C'est une des grandes courses de l'année. Et si tu te souviens, en plus, au début des années 2000, quand il y avait le début du GT, c'était assez fréquent que le deuxième finisse à 8 tours ou 10 tours, je ne sais pas. Et ce qui est totalement inconcevable aujourd'hui, au final, que le deuxième termine à même ne serait-ce qu'à plus d'1 tour ou même à plus de 30 secondes. C'est évidemment, ça a été le cas dans beaucoup de courses d'endurance, pas seulement aux 24 heures de Spa, mais dans beaucoup de courses d'endurance. Et on a vu ces dernières années, dans toutes les courses d'endurance, la fiabilité a été améliorée. On l'a vu au Mans avec l'arrivée à l'époque des Audi LMP1, R8 LMP1. On a vu à quel point ils avaient amené un niveau de fiabilité incroyable. Et puis après, avec l'arrivée du GT3 et le fait d'avoir des constructeurs comme Mercedes, BMW, Audi, Porsche, Ferrari, enfin je ne veux en oublier aucun, mais ils ont relevé ce niveau de fiabilité qui fait qu'aujourd'hui, si tu perds 30 secondes sur une course verte, sur une course où il n'y a pas de relance de course, où il n'y a pas de drapeau rouge, ta course, elle s'arrête là. Reprendre 30 secondes pour que Marcello reprenne 30 secondes à Dries Vanthoor, ou Dries Vanthoor reprend 30 secondes à Marcello, c'est quelque chose de quasi impossible. Mais il y a toujours des faits de course qui font que aujourd'hui, c'est des courses serrées. On l'a vu les dernières années, pas l'année dernière, mais l'année avant, on prend la tête de la course à un quart d'heure de la fin, on perd la tête de la course à 5 minutes de la fin. C'est ça qu'on veut. Mais ça reste une belle course, même si WRT termine deuxième au final. Et ça reste certainement une des plus belles courses de WRT en terminant deuxième, et il faut savoir perdre avec élégance. Ouais. Et vous faites partie, WRT, des équipes qui sont là depuis 2011, depuis les débuts en fait, du GT3 en, fait, en catégorie Rennes. Vous êtes 4 ou 5, je crois, comme ça. On est même si c'est qu'une dizaine d'années, les deux mondes sont totalement différents, en fait, 2011-2023.
à tous les niveaux, en termes de catégorie, en termes de course. Oui, aujourd'hui, un pilote GT est un spécialiste. Aujourd'hui, tu prends le meilleur pilote, pilote qui est en tête de la Formule I. Tu prends le meilleur pilote qui est en Formule I aujourd'hui, tu le parachutes dans une voiture pour venir faire les 24 heures de Spa, il va se ridiculiser par rapport aux spécialistes du GT. Et c'est le cas des meilleurs pilotes dans toutes les catégories d'ailleurs. C'est devenu un sport, le sport automobile est devenu un sport de spécialistes. Tu as les spécialistes F1, spécialistes FE, spécialistes proto, spécialistes GT, spécialistes tourisme. Et on a de moins en moins des pilotes qui savent passer d'une catégorie à l'autre. Ouais, avec le temps, c'est sûr que c'est quelque chose qui s'est un petit peu estompé. Je me souviens, vous avez fait rouler l'équipage victorieux au Mans avec André Lotterer, Marcel Fessler, qui lui a une étiquette GT quand même, en plus du proto, et Benoît Tréluyer. C'était le seul des trois. C'était le seul des trois, et c'est sûr qu'eux, ils ont mis un petit peu de temps forcément à se mettre dans le rythme, parce que c'est pas une LMP1. Mais parce que le GT3, déjà à cette époque-là, on roulait, je pense, avec les pneus Pirelli, qui sont des pneus assez spécifiques. Benoît Trévillier et André Lotterer, ils ont fait du GT, mais du GT 500 au Japon, qui n'a rien à voir avec, qui est plus proche d'un proto ou d'une monoplace que d'une voiture GT d'aujourd'hui. Par contre, ça reste aujourd'hui des équipages qui m'a le plus marqué. Humainement ? Humainement, ça reste aujourd'hui. J'ai appris ces mois-là à quel point il était important de pouvoir former un équipage aussi fort que celui-là. Et c'est un peu l'étiquette un peu WRT où on ne va pas se mentir, à discuter avec tout le monde, et depuis ce temps-là, il n'y a pas d'égo entre les pilotes. Il faut vraiment que les trois forment un équipage pour essayer de gagner. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce qu'on essaie de faire, et je pense qu'on ne doit pas être la seule équipe qui essaye de faire ça. On n'y est pas toujours arrivé, et on a déjà gagné avec des équipages qui n'étaient pas très liés. À l'époque, Winkelhock, Rast, Vanthoor, c'était un peu compliqué entre eux, mais un boulot sur la piste incroyable et une intelligence de la course. Mais ça n'empêche que d'avoir eu, c'est cette année-là d'ailleurs, en 2014, quand on a eu Ben avec Marcel et André, je me suis dit, on a encore beaucoup de travail pour arriver à mettre des pilotes comme ça ensemble et arriver à avoir cette osmose. Il n'y a jamais un pilote qui voulait se mettre en avant. Ils se comprenaient simplement, et c'était très agréable, et on a beaucoup appris. Et avec le temps, la préparation est la même, ou la préparation est toujours un petit peu... on a toujours moyen d'apprendre des éditions passées quand même si on est là depuis 10 ans sur la même course, le même circuit? Oui, il y a toujours à apprendre, parce que bon, voilà, ici on change de monture, on change de marque. Les années précédentes, on a peut-être changé de BOP ou changé de type de gomme ou de carcasse. Donc il y a toujours à apprendre, il y a une préparation qui est toujours bien gérée, et il y a toujours l'inconnu des pneus. Je me souviens d'années, il n'y a pas si longtemps que ça, où on avait tendance à casser la carcasse du pneu, et on a dû travailler là-dessus, on a dû changer un petit peu notre manière de travailler sur la voiture. Et voilà, il y a toujours une préparation spécifique pour cette course-ci. Ouais. Et avoir sur cette course 3 anciens vainqueurs avec Thierry Tassin, Pierre Dieudonné et Kurt Meulekens, est-ce que ça, c'est aussi... Chacun amène un petit peu sa pierre à l'édifice, chacun connaît la course, et c'est on va dire, un atout supplémentaire? Alors, clairement, ça ne s'est pas fait par hasard, et je pense que ça amène un petit plus d'avoir dans le management de l'équipe des personnes qui ont été des deux côtés. C'est le cas de Kurt, c'est le cas de Thierry, c'est le cas de Pierre, c'est mon cas aussi. Mais voilà, ce sont des personnes clés dans l'équipe, bien évidemment. Mais ce sont des personnes qui sont liées à d'autres et qui forment une équipe, et qui, aujourd'hui, Pierre a beaucoup apporté à l'équipe. Pierre est avec nous depuis 2011.
il a beaucoup apporté à l'équipe et il met en place un petit peu le futur de l'équipe. Le futur de l'équipe s'est écrit il y a peu de temps avec les premiers essais avec la BMW Hypercar. C'est aussi une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle catégorie, la catégorie Reine, gagner le championnat du monde d'endurance et les 24 heures du Mans en général. Comment se passe cette relation avec BMW qui est certainement différente en hypercar qu'elle peut l'être en GT3. On a affaire à de la compétition client. Oui, bon, après, c'est différent. Ça reste de la course, évidemment, et la manière de préparer est certainement différente. L'enjeu est encore différent. Mais les personnes dont tu viens de parler, qui sont Pierre Dieudonné, Thierry Tassin, Kurt Mollekens, sont des personnes qui sont bien impliquées. Kurt est le seul qui a un lien, je veux dire, avec l'équipe à temps plein, puisque c'est lui qui gère l'équipe GT. Pierre et Thierry s'occupent du sportif. Thierry dans le programme LMP et Pierre dans le programme GT. Et voilà, on a maintenant débuté nos premiers essais. On avait fait un rollout juste avant Le Mans. On a débuté nos premiers essais. Ça s'est très bien passé. Ça s'est passé comme on aurait voulu que ça se passe. Donc voilà, on va attaquer les essais suivants et puis se préparer pour la première course qui sera début 2024. Est-ce que tu as pu voir déjà aux 24 heures du Mans, notamment dans la catégorie Rennes, est-ce que c'est, on a vu qu'il y a quand même on voit qu'il y a quand même beaucoup de constructeurs, il y en aura forcément plus l'année prochaine. Ouais. C'est magique. C'est une nouvelle ère, un petit peu, un nouvel âge d'or, on va dire. En tant que passionnés que nous sommes, on ne peut qu'apprécier ce nombre de constructeurs qui ont envie d'aller chercher ce Graal. Qui est la victoire des 24 heures du Mans. Et le passage en LMP2 était un passage obligatoire pour l'équipe quand même, pour se former un petit peu à tout, aux prototypes, aux règles, au championnat, au Mans, aux spécificités. Ouais, c'est sûr que c'était un plus. Je ne sais pas si c'était obligatoire, mais c'est sûr que c'était un plus. On avait l'expérience de l'endurance, on a l'expérience de l'endurance, mais le championnat WEC est un championnat différent, on va dire, de ce qu'on connaissait avant. Et en 2021, on a pris la décision de passer après 2 ans de DTM. On a pris l'équipe qu'on avait en DTM et on l'a passé dans un programme LMP2 avec pas mal de réussite puisqu'on a gagné les 2 championnats sur lesquels on s'est engagé, le LMS et le WEC, ce qui nous a mis dans une bonne position pour négocier avec des constructeurs pour notre passage en hypercar. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé ce qui s'est passé. Audi m'a annoncé le 8 mars l'arrêt du programme, qui était déjà bien engagé, puisqu'on était en train de terminer la première voiture. Mais bon, finalement, un mal pour un bien, puisque aujourd'hui, on est attaché à un nouveau constructeur, avec une motivation de ce constructeur dans 2 catégories qui nous sont chères, puisqu'on a un gros programme en GT, et on a ce programme hypercar à partir de 2024. Donc finalement, certainement une bonne chose. Mais est-ce que ça a été quand même, je ne sais pas si on peut dire compliqué, mais de rebondir et d'essayer de trouver... Parce que c'est pas simple, c'est pas comme si tu as, comme en GT3, tu as pléthore de constructeurs pour rebondir. Là en hypercar, tu n'en as pas beaucoup. Il y en a déjà qui étaient pris. Ouais. On va dire que BMW, c'était le seul qui pouvait peut-être répondre à vos attentes. Probablement. On a été en contact avec d'autres constructeurs. Quand même. C'était d'ailleurs très intéressant de voir à quel point on était un petit peu dans le champ de vision d'autres constructeurs, ce qui était plutôt agréable à voir. Mais bon, assez rapidement, puisque on parle du mois de mars, et puis après on parle pour une décision, on va dire, on parle de fin juillet. Donc ça a été quand même assez rapide pour se relever et pour, on va dire, signer pour de nouveaux défis. Et il fallait que le constructeur, en plus, parce que vous avez aussi la grosse étiquette GT, que le constructeur essayer de trouver le mix GT Proto. Et là, ça collait bien, alors qu'avec d'autres, ça n'aurait pas forcément collé si le constructeur n'est pas impliqué en GT. Ça a joué aussi, ça, dans la décision? Tout à fait, mais bon, d'un autre côté, le programme WEC n'était pas encore décidé chez BMW à l'époque, donc
ça a été quand même un petit peu de longues semaines à attendre une décision définitive par rapport à ça. Mais aujourd'hui, voilà, quand on regarde en arrière, on a passé 13 magnifiques années avec Audi, avec beaucoup de réussite. On a gagné en tourisme, on a gagné en GT avec eux. On a fait de belles choses en DTM pour eux. Ils nous ont donné l'opportunité d'être le team qu'on est aujourd'hui. Et puis, voilà, on est passé à autre chose. Je souhaite évidemment à toutes ces personnes qui ont contribué à mettre tout ça en place. Et d'ailleurs, je suis encore souvent en contact avec toutes ces personnes. Il n'y a rien de négatif entre nous, on est juste passé à autre chose. D'ailleurs, il y a un moteur Audi R8 GT3 juste à côté. Donc, tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de beau souvenir. Il n'y a pas de souci particulier avec Audi Sport, c'est juste des décisions de groupe qui ont été prises. Et puis, c'est des opportunités qui se sont créées avec des personnes qui sont passées aussi chez BM par la suite et qui voulaient travailler avec WRT. Donc, que du positif. Bon, Vincent, on est chez toi. Il y a bien quelque chose que tu vas nous dire qui ne sortira pas de ces murs ou qui n'est pas sorti de ces murs et que tu vas pouvoir nous confier pour la... Tu as bien une petite anecdote sur quelque chose que tu n'as pas dit, quelque chose que les gens vont apprendre. Tu as bien quelque chose dans les cartons. Je te prends un peu au dépourvu là. Désolé. Je suis désolé, mais il y a bien quelque chose quand même. Allez. Quelque chose lié à... Peu importe, je sais pas, à l'endroit ou quelque chose, tu as bien une anecdote croustillante à nous raconter quand même. Quand même. Il doit y en avoir plein, oui. Il y en a pas mal, mais oui, c'est un endroit qui m'est cher. J'habite ici depuis pas mal de temps, depuis plus d'une vingtaine d'années. Et pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas très adroit de mes deux mains pour tout ce qui est construction, menuiserie, bricolage. Je ne suis pas très adroit, j'ai plutôt tendance à appeler un copain pour venir mettre une vis. Mais il se fait que quand je me suis retrouvé ici, de cet endroit-ci, j'ai vite voulu en faire un endroit pour mettre tous mes affaires de course. Au début, des photos, des combinaisons. Et donc, je m'y suis mis avec un copain, Fred Bouvy, pour ceux qui... et un autre copain à l'époque qui me donnait un petit coup de main pour faire tout ce qui est découpe, etc. Mais alors aujourd'hui, le bar, il a un petit peu changé, mais à l'époque, j'avais quand même essayé de faire pas mal de choses moi-même. C'est pas une bonne idée. Après, il me restait déjà 9 doigts à l'époque, il m'en reste toujours 9 aujourd'hui, mais ça aurait pu mal se passer. Et il y a plein de pilotes qui sont passés dans cet endroit-là, je suppose. Là. Il y a pas mal de pilotes, puisque on voit toujours ces pilotes très sérieux, très collés à ce qu'ils ont à faire et à leurs objectifs. Et on ne voit pas assez les pilotes qui ont aussi bon de vivre, qui sont des passionnés et quelques-uns qui sont pas mal, qui sont passés par ici et qui ont eu tendance à prendre... C'est la troisième mi-temps un peu ici. La troisième mi-temps à cœur. En plus, on n'est pas très loin du circuit de Spa-Francorchamps, donc on n'a pas beaucoup de route à faire et tout. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de venir ici. Hein. Franchement. Avec plaisir. Je sais à quel point vous êtes passionnés tous les deux. Je pense qu'on pourrait écrire un livre, hein, franchement, avec tout ce qu'il y a là. Un livre, je ne sais pas, mais ça nous a déjà donné l'occasion de boire une bière ensemble. Exactement. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Eh ben, j'espère bien. Bon, après la corvette à Laguna Seca et la petite interview dans le bar, il va falloir trouver un troisième endroit. Ça va être ton boulot, ça. Ah, je vais trouver, ok. Parce que c'est moi qui ai trouvé les deux premiers. C'est vrai, je suis d'accord. Bon, merci Vincent, je te remercie. Merci, c'était un plaisir. Merci. Merci à toi.